bienvenue à ce deuxième webinaire consacré donc à la qualité de la formation à l'IFEAP. Alors je vais prendre le contrôle. Ce deuxième épisode qui s'intitule la formation ouverte à distance à l'IFEAP, impact sur les pratiques des formateurs. Donc on va le regarder bien évidemment sous l'angle de la qualité de la formation. Alors pour petit rappel ou pour vous annoncer que l'IFEAP est certifié Calliope depuis donc le 15 juillet dernier. Et donc dans le cadre de cette certification qualité, nous sommes tenus donc de respecter le référentiel. À présent, nous sommes tenus de respecter ce référentiel national qualité et nous sommes garants finalement de la qualité de toutes nos formations, y compris des formations qui sont animées par des intervenants extérieurs. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour ce deuxième épisode, seront présents moi, Karine Vincent, qui est responsable qualité à l'IFEAP, Frédéric Argoulon, qui est formateur spécialiste des usages numériques pour les enseignements et donc qui est également en appui à l'équipe IFEAP sur toute la partie FOAD, et Agathe Davio, qui est pas webmaster, pardon. Excuse-moi Agathe, ton titre c'est Community Manager, voilà. Qui va être en appui avec nous sur ce webinaire pour la partie chat. Si vous avez des questions ou des commentaires à poser dans le chat. Donc voilà, ce que je vous disais, nous sommes garants de cette qualité au sein de nos formations. Et justement, par rapport à ce référentiel national qualité, il y a un indicateur qui est le numéro 25 qui dit « Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ses prestations et en exploite les enseignements ». Alors cet indicateur, pour nous, il tombe à point nommé, puisque même si l'IFEAP depuis 2018 a entamé une stratégie de développement de la formation à distance, finalement, tout s'est accéléré ces derniers mois au regard de la situation qu'on a vécue. Et donc, on est vraiment au niveau de l'IFEAP dans une stratégie de développer la formation à distance et ce qui nous permet vraiment de démontrer aussi, de démontrer qu'on est vraiment en veille sur ces innovations pédagogiques et technologiques et qu'on ne fait pas que de la veille, c'est qu'on met également en œuvre ça, et ça peut avoir des impacts, et ça a des impacts sur les pratiques des formateurs et des intervenants qui interviennent pour l'IFEAP. Alors, cet épisode 2, dans cet épisode 2, on va faire un rappel ou faire un apport pour ceux qui n'y avaient pas forcément participé sur la formation à distance à l'IFEAP, c'est quoi ? Pour ceux qui ont participé au webinaire sur la digitalisation des formations à l'IFEAP, ça sera l'occasion finalement de faire un rappel et puis qu'on puisse un peu rééchanger autour de ça par rapport aux réflexions que vous avez pu vous faire suite à ce webinaire qu'on avait fait au mois de juin. Nous allons également avoir une entrée, qu'est-ce que nous dit la loi par rapport à la formation à distance, et aussi ce que nous dit le référentiel national qualité par rapport à la FOAD, et qu'est-ce que ça implique dans nos pratiques de formateurs, tant du point de vue posture, on pourra échanger un petit peu là-dessus, et surtout ce qui nous intéresse aussi pour la qualité en formation, tout ce qui concerne
les démarches administratives que j'ai mis entre guillemets, qui nous incombent, nous, en tant que formateurs intervenants, autour de nos pratiques. Voilà, donc on va commencer par qu'est-ce que la FOAD à l'IFEAP, et je laisse la parole à Frédéric. Merci. Donc effectivement, on va faire un rappel, ou en tout cas apporter quelques éléments assez succincts somme toute, mais sur la FOAD à l'IFEAP. Donc comme tu l'as dit Karine, voilà, il y a un vrai projet à l'IFEAP, c'est bien inscrit dans le projet éducatif de l'IFEAP, d'une évolution, d'une transformation digitale des formations depuis 2018. Alors on fait ça progressivement, à hauteur de nos moyens, mais voilà, il y a une vraie volonté, c'est inscrit dans le projet de l'association et du centre de formation, que de faire évoluer un certain nombre de formations. Bien entendu, il ne s'agit pas de tout transformer, mais il y a certains produits de formation, certaines sessions pour lesquelles ça paraît utile, et voire on peut penser que ce sera pour certaines peut-être encore plus performant, notamment en lien avec les déplacements des personnes. Sur cette carte, on voit. Alors, j'ai rajouté ce petit graphique. L'idée, c'est qu'Asselin, tu l'as dit, s'est rajouté cette année un certain nombre d'éléments qui ont fait réfléchir. Alors, au-delà de faire réfléchir, ont aussi mis un certain nombre d'organismes, y compris en particulier l'IFEAP, au pied du mur. C'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés quand même 3 mois fermés, sans pouvoir accueillir de stagiaires, et sans pouvoir se déplacer dans les établissements pour les former. Donc, avec ce qu'on avait comme outil, à pouvoir malgré tout conserver, on en est bien content, un certain nombre de sessions à distance, mais il y en a aussi un certain nombre qu'on n'a pas pu assurer ou qu'on a reporté. Mais toute cette incertitude, alors à la fois combien de personnes on va pouvoir réunir dans une salle, est-ce qu'on va pouvoir se déplacer correctement, être à l'hôtel, manger, et puis toutes ces questions aussi de déplacement, alors qui ne sont pas uniquement liées à la question du Covid. Alors, pendant le Covid, là pour le coup, c'était clair et net, mais voilà, d'une manière générale, l'IFEAP s'adresse à du personnel des établissements du réseau, sur tout le territoire, voire même les DOM-TOM. Donc on peut imaginer que pour certaines sessions de formation qui nécessitent parfois peut-être qu'une journée ou 3 fois une demi-journée, la FOAD soit un outil intéressant pour répondre à ces besoins-là en termes de déplacement. La question alors de ce qu'on a pu, où on en est aujourd'hui à l'IFEAP, alors à la fois on développe ce qu'on appelle des formations hybrides qui mélangent du présentiel et du distanciel. C'est le cas sur les parcours de personnel de vie scolaire ou de chef d'établissement, où on a intégré une petite partie une petite partie de distanciel, et on a conservé majoritairement du présentiel. Mais là, avec le nouvel appel d'offres, enfin l'étude est en cours pour les formations personnelles de vie scolaire, mais tu me corriges Karine, mais il me semble qu'on est autour de 20-25% de distanciel et 70-75% de présentiel dans la prochaine mouture, si évidemment celle-ci est retenue par les commanditaires. Donc voilà sur les versions un peu plus hybrides. Et puis nos sessions de perfectionnement qu'on appelle sessions courtes, parfois certains les appellent formation continue. Ben, vous voyez des produits de formation sur 1, 2, 3, 4 jours, 5 maximum. Et ben là aussi, on a commencé à proposer des formations hybrides qui permettent à la fois de mixer du présentiel et du distanciel dans des proportions variables. Hein. Là, on a un peu toutes les formes autour de cette modalité hybride. Et puis, on a aussi des produits de formation en 100% distanciel, plus particulièrement sur les sessions de perfectionnement dont je viens de vous parler, d'1, 2, 3, 4 jours. Je reviendrai sur les termes de Moodle. C'est une plateforme qui nous permet de déposer des contenus de formation accessibles aux apprenants. Et puis l'organisation de classes virtuelles, bah, évidemment,
Je reviendrai sur les 2 outils qu'on utilise, mais je peux déjà évoquer Teams, hein, vous êtes dedans. On est dans une modalité, là, ce soir. On a gardé une modalité classe virtuelle, c'est-à-dire que chacun d'entre vous, vous avez la possibilité d'intervenir, de lever la main, de parler. Hein, on n'est pas parti sur le mode webinaire et on a bien fait parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Mais on utilise cet outil-là que vous avez sous les yeux, entre autres, donc pour faire des classes virtuelles. Et on a parfois des modalités où on n'a pas de Moodle, on n'a que des classes virtuelles, c'est un peu plus rare, mais parfois ça ne nécessite pas qu'on ait une grosse plateforme derrière, parce qu'on peut être sur des produits de formation d'une journée ou deux et que, bon, finalement, ou même parfois quelques heures. Ça a été le cas pendant le déconfinement où on a proposé un certain nombre de petites formations rapides pour les enseignants. Je vous ai évoqué la plateforme Moodle. Alors, il existe plein de plateformes possibles. Le choix de Moodle, c'est le choix aussi du réseau CNEAP. Et donc, l'IFEAP a fait le choix d'utiliser aussi cet outil. Je ne vais pas en faire une démonstration. Voilà juste une capture d'écran de ce que peut être un module pour les profs de PS, avec, vous voyez, un certain nombre de petites tuiles. Il y a une vidéo de présentation au-dessus. Il y a un certain nombre de petites tuiles. On clique sur ces tuiles et on accède à des ressources qui peuvent être de la vidéo, des émissions radio, qui peuvent être des contenus PDF, qui peuvent être des liens web. Donc voilà, tout ça peut s'organiser. Alors évidemment, c'est tout un parcours que l'on organise. C'est de le construire et puis aussi des activités, c'est pas simplement consulter, il y a aussi des activités à réaliser, des travaux à rendre pour certaines sessions de formation, et ce qui permet de faire progresser bien entendu les apprenants dans un scénario pédagogique adapté. Donc Moodle, je l'ai dit, on retrouve des ressources qui sont déposées et qui sont organisées selon un certain chemin pédagogique. Des outils collaboratifs, wiki, glossaire, donc qui permettent de faire par exemple des équipes, hein, à 3, à 4, on peut constituer des fiches thématiques. Donc voilà, ces outils-là sont déjà intégrés sur la plateforme. On a des outils d'évaluation, on peut organiser un certain nombre d'exercices ou de tests, hein, un type quiz, mais avec de la notation et avec des retours qui peuvent être faits, des corrections bien entendu. Et puis des outils d'échange, bon, pour voilà, votre gouverne, on parle de social learning, c'est-à-dire forum, messagerie qui permettent, malgré la distance, parce qu'on sait que c'est toujours... alors, on me dit, utilisez-vous H5P? Pas encore, on est sur Learning Apps de temps en temps, mais je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai l'impression qu'il commence à monter un peu en puissance. Je ne sais pas quel âge ça a pour autant, mais pas encore. Alors, ce qui est la petite complexité, c'est que pour le coup, tout est en anglais, semble-t-il. Mais voilà, ça mérite d'être creusé et on peut tout à fait faire des liens sur Moodle, voilà, un lien web qui renvoie vers une activité H5P, Learning Apps, les Socratives, enfin voilà, tout un certain nombre d'applications en ligne qui peuvent s'intégrer et dialoguer avec Moodle. Donc voilà, à creuser sur H5P, mais voilà, les premières impressions, j'ai trouvé que ça méritait d'être exploité. Alors, je disais des outils d'échange, pour autant, voilà, on sait que des parcours, la distance peut créer de l'isolement et de la démotivation. Alors, bien entendu, si c'est un parcours assez court, ça se passe pas trop mal, mais quand on organise quelque chose d'un peu plus copieux et qu'évidemment, on le propose sur 1, 2, 3 mois d'amplitude, on va perdre les gens. Enfin, clairement, si on les met sur Moodle à faire des activités, je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens. Donc, il faut, à un moment donné, aménager des temps où on est capable de faire du tutorat à distance, hein, et donc de proposer des outils qui permettent de rassembler les gens, et de dialoguer ensemble et de remotiver aussi, évidemment, pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Et c'est là que ça deviennent intéressantes les classes virtuelles, hein, entre autres. Ce n'est pas le seul outil de tutorat et d'accompagnement, mais c'en est un qu'il faut vraiment, me semble-t-il, privilégier. On utilise, nous, à l'IFEAP, 2 outils
que sont Classilio VIA, donc c'est une application vraiment dédiée à de la classe virtuelle. Et on utilise Teams, qui à l'origine n'est pas un outil de classe virtuelle, c'est un outil, enfin, pas un outil de classe virtuelle, oui, pédagogique, c'est d'abord un outil d'entreprise, hein, c'est lié à Microsoft, c'est d'abord un outil d'entreprise et de travail en équipe. Évidemment, depuis quelques années, et alors encore plus depuis le printemps, énorme accélération, et tout d'un coup, ça devient un outil de classe virtuelle. Voilà, pourquoi pas, ça marche très bien, et on voit qu'il y a du développement en permanence, et on en attend encore beaucoup pour la fin de l'année, du côté de Teams, notamment la partie visio, parce qu'il faut savoir que Teams, la partie visio, c'est une infime partie de ce que propose Teams. Elle propose aussi tout un, comment dire, un écosystème avec Office, et puis l'organisation de classe et de suivi des élèves aussi. Donc nous, en tout cas l'IFEAP, ce que l'on souhaite, c'est recentrer la question des classes virtuelles autour de ces deux outils, et uniquement autour de ces deux outils. Alors c'est toujours une contrainte, parce qu'il en existe plein d'autres, où certains d'entre vous sont peut-être habitués, et pourquoi pas à Zoom, ou à GoToMeeting, enfin bon, il y en a plein d'autres. Pour autant, nous, ce qu'on souhaite, en vous accompagnant bien entendu, c'est de rester sur ces deux outils-là. Vous n'aurez pas entre Teams et Zoom, vous allez retrouver vos petits entre guillemets, mais c'est important pour nous, parce qu'on va y revenir par la suite, il y a des outils qui nous permettent de récolter des informations dont on a besoin, et puis par ailleurs, c'est surtout important pour les apprenants, hein, parce qu'en face, ils ont forcément du mal à comprendre qu'on puisse un jour leur proposer un outil, un jour un autre, de la part de l'IFEA, parce que pour eux, le reste est complètement invisible. Donc, si chaque formateur vient avec son outil, ça peut être compliqué sur une même promo qui se retrouve à utiliser 4 fois, même si c'est pas très compliqué, à chaque fois, il faut télécharger, créer un compte. Donc, il y a cette volonté de notre part de rester sur ces deux outils en termes de visio. Donc, je l'ai dit, éviter le décrochage, hein, le tout asynchrone, c'est-à-dire tout sur une plateforme sans jamais voir les gens, c'est exigeant. Donc, l'idée, c'est aussi de renforcer l'appartenance à un groupe, et c'est important. Donc, par opposition à la synchrone, on parle de synchrone quand on est ensemble, et c'est le cas ce soir entre nous. La possibilité d'activités collaboratives, on peut faire des ateliers. Alors, Classilio est très bien, très costaud là-dessus, parce que c'était l'origine du Teams va y venir, c'est-à-dire normalement, ils annoncent pour la fin de l'année la possibilité de faire des sous-groupes. Je sais que Zoom le faisait aussi dans une version payante. Donc ça, ce sera quand même, le jour où ça va arriver sur Teams, ce sera aussi très performant de pouvoir faire des sous-groupes, les mettre au travail, et puis au bout d'une demi-heure, les récupérer en grand groupe. Intervention de formateurs extérieurs éloignés géographiquement, oui, la visio, c'est aussi ça. C'est parfois un intervenant, on peut faire un témoignage d'1 heure ou 2, on va se déplacer à Angers pour ça, c'est rarement possible. Donc voilà, ça peut permettre aussi ces possibilités-là. Formateur, un métier qui évolue, qui se diversifie. Les évolutions suscitent des craintes, hein, dans la maîtrise des outils numériques. Donc là, évidemment, il faut qu'on soit en dialogue permanent pour pouvoir vous accompagner dans l'appropriation et la maîtrise de ces outils. Parfois, il y a de la perte d'identité aussi, hein, parce que le face-à-face en présentiel fait partie de la culture métier formateur. Donc ça, c'est forcément perturbant de ne plus être en face-à-face présentiel. Et de toute façon, effectivement, on ne va pas se le cacher, ça change des modalités. Alors, ça ne veut pas dire que c'est à la place, hein. Moi, je dis toujours que c'est en complément. Et voilà, pourquoi pas. En tout cas, il faut en faire l'expérience pour parfois mesurer évidemment les impacts et les limites, mais aussi les possibilités. On découvre aussi à un moment donné que ça peut ouvrir beaucoup plus que le présentiel sur certains objets ou certains exercices. En tout cas, j'invite chacun à l'expérimenter et puis après à en faire le bilan. Je le dis toujours, l'apprenant, est-ce qu'il a toujours besoin qu'on soit à ses côtés? Sûrement que oui. Mais est-ce que c'est dans la même pièce? Je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi le faire à distance en partie, et que tout ce qu'on se dit en présentiel, notamment dans l'accompagnement plus individualisé, peut se faire aussi à distance. On voit que ce soir, on a quand même des outils qui nous permettent de communiquer et d'avoir une qualité vidéo et audio plus que confortable. Bon, voilà, c'est un point d'interrogation, c'est une réflexion qui mériterait un long débat.
Donc, c'est former autrement, hein, transmettre hors les murs. Et donc, au-delà d'enseigner, c'est accompagner, guider et tutorer à distance, hein. Il y a quand même cette idée de formateur, de former au-delà d'enseigner, bon, même si évidemment on n'a pas attendu la formation ouverte à distance pour que vous soyez des formateurs plus que des enseignants dans vos interventions, hein, j'entends bien. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que s'il y a de la formation hybride, c'est-à-dire qui mélange du présentiel et du distanciel, on a plutôt tendance à dire que réserver le présentiel aux échanges, aux débats, à la confrontation des idées, au renforcement des compétences, et plutôt le distanciel à essayer de faire passer des contenus, des apports et la mise en activité. Voilà, c'est une manière déjà de penser sa formation à distance qui mixte présentiel-distanciel et de se dire en présentiel on va faire quoi? C'est peut-être le moment où là, justement dans l'appropriation de ces apports, l'apprenant a le plus besoin du formateur finalement. Donc l'accompagnement par un formateur et les liens même à distance entre apprenants sont à privilégier. Avez-vous des questions sur cette première partie, soit celle de Karine, même si Karine va reprendre la main pour revenir sur le sujet central, c'est bien entendu la formation à distance, puis les impacts au niveau qualité, au niveau administratif. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que l'on vient de présenter du côté de la formation ouverte à distance, son développement à l'IFEAP? Bon, bien sûr, on pourrait faire beaucoup plus long, mais là, c'était plutôt quelques vignettes pour poser le sujet. Vous avez justement parlé de cette présence par rapport à la distance et des risques de perte d'identité. On se rend compte de toute l'importance et on le voit bien aussi dans votre organisation, pour se rendre compte entre les personnes qui vont parler, celles qui lèvent la main, celles qui utilisent le chat, que ça nécessite de bien prendre en compte toutes les personnes, qu'elles soient justement comme moi avec la vidéo et qui n'a pas levé la main, active ou avec simplement juste quelques initiales par exemple, et donc c'est vrai que ça peut être peut-être un petit peu plus délicat pour vraiment être dans l'interaction en fonction de ce que l'on peut voir. Alors ce que certains, c'est assez juste ce que vous dites, et pour compléter, pour avoir échangé par exemple avec des enseignants en université, c'est qu'ils constatent, puisqu'eux ils ont aussi vécu de plein fouet le passage de l'amphi à 50, 60, 70 étudiants à des classes virtuelles, c'est que malgré tout, ça peut arranger certains apprenants. C'est-à-dire que finalement, c'est presque plus facile de poser une question, non pas de manière anonyme, parce qu'on ne l'est pas, mais dans un chat, où on écrit sa question, que de lever la main dans un amphi. Donc voilà, certains enseignants universitaires se sont rendus compte qu'il y avait presque à des moments plus d'interaction. Parce que bon, dans un amphi, c'est un peu toujours les mêmes, c'est compliqué de lever la main devant 70 personnes pour poser sa question. Or là, bon, finalement, c'est pas anonyme, enfin, on est un peu plus discret, mais on a la possibilité de poser sa question et il découvrait d'autres effets pas inintéressants pour certains apprenants. Donc, mais effectivement, on n'est pas tous à la même enseigne. Et puis, bon, faut aussi faire des classes virtuelles qui soient à taille humaine. Hein, faire des classes virtuelles à 40 ou à 50, bon, en tout cas, c'est pas le même usage qu'une classe de remédiation où vraiment on l'axe sur la participation. Et c'est le cas, logiquement, dans la formation ouverte à distance. La classe virtuelle, on préconise plutôt 10, 12 quand on peut, pour que justement chacun puisse s'exprimer si on ne s'est pas vu pendant 2-3 semaines. Et qu'on pense que la classe virtuelle est un bon lieu pour s'exprimer, autant mettre les gens dans de bonnes conditions, parce que si c'est à 40-50, là on rate sa cible, et puis généralement on déroule un cours comme on le ferait dans un amphi. Donc bon, ça peut rendre service pendant un confinement, mais c'est quand même pas l'objet principal, me semble-t-il. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques ou d'autres questions? N'hésitez pas, on n'est pas nombreux. Donc, ouais.
Et puis surtout ceux qui ont, je pense particulièrement à Régis. Je ne sais plus si Yann avait participé au webinaire, enfin pas au webinaire, mais à la, si c'était un webinaire aussi sur la digitalisation à l'IFEAP au mois de juin. Est-ce qu'il y a depuis, il y a des choses qui ont décanté, des réflexions qui sont venues, nouvelles appréhensions qui se sont levées, ou au contraire, vous avez avancé dans cette réflexion. Enfin voilà, on n'est pas nombreux, donc c'est l'occasion d'en échanger. Pour ma part, moi c'est Anne. Donc pour ma part, non, parce que j'étais pas là pour le web le premier. Donc voilà, donc là je suis juste là et j'écoute un petit peu. Donc j'ai pas eu de réflexion entre les deux. D'accord, Anne. Pour nous, on est aussi en train de faire tout un tas d'expérimentations. Alors on est absolument convaincu que ça permet de faciliter l'accès à la formation à des personnes et que ça présente les différents avantages que Frédéric a présentés. Et puis en même temps, enfin, dans notre créneau spécifique qui est celui de la formation humaine et de la formation aux relations, on peut faire beaucoup de choses à distance, et puis à certains moments, il est quand même absolument indispensable de se retrouver en présentiel, d'une part parce qu'il y a besoin de la relation, et qu'à distance, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Et puis d'autre part, il y a aussi des techniques pédagogiques quand on fait appel à la créativité, quand on fait appel à des exercices corporels. Là, il y a absolument besoin d'être en présentiel. Donc, pour nous, ça ouvre, c'est un champ de possibles. C'est complémentaire, mais ça remplacera jamais totalement le présentiel. Et j'ai cru comprendre que vous êtes aussi dans cette optique-là. Oui, tout à fait. Mais ça m'amène à une réflexion pour être réintervenu auprès d'un groupe la semaine dernière. Ouais, je ne l'avais pas encore fait depuis la dernière fois, c'était début juillet. Finalement, quand tu évoques ça, Régis, pour autant, en ce moment, on arrive à refaire du présentiel, mais je dirais du présentiel dégradé. Parce que j'ai eu le masque toute la journée, devant des gens qui avaient un masque toute la journée, qui devaient respecter des distances. Bon, voilà, on respecte tout ça, mais j'étais loin de prendre autant de plaisir et d'être dans un même confort que ce que j'avais pu vivre jusqu'à maintenant, et j'ai trouvé ça. Donc quand tu dis ça, alors j'espère que la période va pas durer, mais je suis pas si certain que ça. Mais quand tu dis l'hybride, ça tout à fait. Mais ce serait bien de pouvoir faire de l'hybride avec du présentiel de qualité. Parce que quand tu dis un certain nombre d'exercices corporels, enfin tu vois, il y a un certain nombre de choses. Donc bon, il va falloir être patient, mais ça suppose du présentiel de qualité. Bon, voilà, c'est une réflexion. Hein, mais c'est tout à fait vrai, c'est certain. Ouais. Mais ouais. Mais on travaille pour le long terme et on espère qu'un jour on pourra quitter les masques. Oui, mais c'est pas agréable. Hein. Non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières? Bon, alors je te laisse reprendre la main, Karine. Oui, tout à fait. Donc là, dans cette première partie, donc on a plutôt évoqué, refait le point sur ce qu'était la FOAD à l'IFEAP. On a un peu échangé donc sur ce que ça impliquait en termes de posture du formateur, et oui, je ressouligne, Régis, l'IFEAP, elle n'est pas dans l'optique d'être à 100% à distance. Hein. On est bien plutôt dans des dispositifs hybrides. Mais tout ça, ça implique aussi que du point de vue administratif, il va y avoir un changement d'habitude à mettre en place pour nous, formateurs que l'on est. Et donc, l'idée, là, c'est que je vous fasse déjà un petit point sur
ce que dit la loi par rapport à la formation à distance et ce que dit la qualité, hein, bien que la qualité est comprise dans la loi, mais je voulais vous présenter les deux volets parce que il y a des choses qui se recoupent, mais il y a des choses aussi qui sont en parallèle. Alors, la loi du 5 septembre 2018, liberté de choisir son avenir professionnel, nous dit que la formation peut comprendre différentes modalités, et notamment qu'une action de formation peut être en tout ou partie à distance, et que sa mise en œuvre, donc la mise en œuvre d'une action de formation, doit comprendre une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours, d'où des choix que nous devons faire à l'IFEAP sur les outils utilisés, hein, pour pouvoir permettre, pour permettre cette assistance technique. Doit aussi comprendre donc une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne. Donc là, vous êtes, vous, en tant qu'intervenant, un petit peu moins concerné, quoique, parce que quand on fait l'ingénierie pédagogique, eh bien, il faut déterminer quelle activité je vais mettre en place. Et donc, il va falloir nous indiquer également, je vais mettre en place telle activité avec une durée moyenne de temps. Puisqu'on doit afficher finalement sur le programme de formation la durée estimée de temps de formation pour le stagiaire. Et également, donc, cette action de formation doit comprendre des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation. Ce qui fait écho à ce qu'on a pu échanger dans le premier épisode sur l'évaluation des objectifs de la formation. Mais j'y reviendrai après. Au niveau de cette loi également, il y a un volet sur l'assiduité de la formation. Et cette assiduité de la formation, en fait, elle a été traduite dans l'arrêté du 21 décembre 2018 autour donc des pièces nécessaires au contrôle de services faits. Et qui dit que l'organisme de formation doit produire un certificat de réalisation de l'action de formation. Et c'est l'édition de ce certificat de réalisation qui va déclencher finalement le paiement de la formation, et que l'organisme, par contre, de son côté, doit garder tous les éléments de preuve qui vont prouver en cas de contrôle les éléments qui ont été mis dans le certificat de réalisation. Donc, je m'explique un petit peu plus concrètement par la diapo suivante. Jusqu'à présent, en présentiel, nos habitudes, vous connaissez, pour attester de l'assiduité des stagiaires, on fait signer une feuille d'émargement. On éditait une attestation de présence, et pour pouvoir mettre en paiement l'action de formation, notamment par rapport à l'OPCO ou à un autre financeur, on devait fournir feuille d'émargement plus attestation de présence. Et c'était suffisant pour mettre en paiement l'action de formation. Aujourd'hui, avec ce que dit la loi, que ce soit en présentiel ou en distanciel, hein, là c'est quelle que soit la modalité, on n'est plus dans ce schéma-là. On est dans le schéma que, tiens, l'animation n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. On est dans le schéma suivant, c'est-à-dire qu'on va produire des éléments de preuve. Donc, on va continuer à faire signer des feuilles d'émargement. Par contre, il va falloir qu'on récupère tout ce qui concerne la réalisation des travaux. Il va falloir qu'on récupère les éléments d'évaluation, etc., etc. Et au regard de tous les éléments de preuve qu'on va avoir récupérés, nous, l'organisme de formation, nous allons rédiger le certificat de réalisation
qui est ni plus ni moins une feuille juste recto A4 qui stipule monsieur Untel a bien réalisé la formation intitulée machin machin qui s'est réalisée de telle date à telle date avec en modalité X heures en présentiel, X heures à distance et nous garantissons que nous gardons l'ensemble des éléments de preuve pendant 3 ans en cas de contrôle. Voilà. Et là, c'est l'édition de ce certificat de réalisation qui va nous permettre de mettre en paiement l'action de formation et éventuellement donc demander les financements OPCO. Voilà. Donc, au niveau de nos habitudes, on vous a signé une feuille d'émargement. Là, je ne sais pas qui a activé son micro, ça fait écho. Ah, c'est Valérie peut-être. Bonjour Valérie, est-ce que tu peux couper ton micro? Merci. Donc, feuilles d'émargement, il en faut toujours les signer. Par contre, elles ne sont plus fournies comme éléments elles ne sont plus fournies aux financeurs ou aux clients pour une mise en paiement. Nous devons les garder comme éléments de preuve. Par contre, on doit aussi garder d'autres éléments de preuve qui sont les évaluations, la preuve qu'on a bien réalisé les travaux, etc. Donc, ça implique que pour le présentiel, ce sont des feuilles d'émargement, mais pour le distanciel, on ne va pas faire émarger les gens puisqu'ils sont à distance. Donc, on verra tout à l'heure ce que ça implique. Alors, ça, c'est ce que nous disait la loi. Qu'est-ce que nous dit le référentiel national qualité pour faire un parallèle? On a donc l'indicateur numéro 11 qui dit que le prestataire évalue l'atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation. Donc, qu'on soit en FOAD ou à distance ou en présentiel, il va falloir évaluer les objectifs de la prestation. Donc ça, je vous invite, si vous n'avez pas assisté au premier épisode de cette série de webinaires, d'aller le voir en replay, puisque nous avons échangé longuement donc, avec les participants sur ce qu'était l'évaluation de l'atteinte des objectifs, y compris en formation courte, et qu'est-ce qu'on attendait finalement comme élément de preuve pour prouver de cette évaluation. Donc dans le chat, je vous ai mis, j'espère que vous le voyez, le lien sur YouTube de cet épisode. Donc Véronique, vous me demandiez quel est le lien, est-ce que vous le voyez? Parce que je l'avais mis en avance, mais a priori, il n'y est pas. Alors, si je fais envoyer, est-ce que là, vous l'avez? OK. Donc, c'est que j'avais préparé. Et tu vois, ça ne l'a pas remis automatiquement, Fred. C'est bon à savoir, ça. Donc, le voilà. Le lien, vous l'avez ici. Vous pouvez le récupérer. Alors, je vous conseille de... alors, je vous conseille de le copier, le lien, et de le copier dans un bloc-notes ou quelque part parce que le lien n'est pas référencé sur YouTube. C'est-à-dire si vous vous rendez sur la chaîne YouTube de l'IFEAP, vous ne verrez pas la vidéo. Il faut absolument que vous ayez le lien pour accéder à la vidéo. Hein. Tu me corriges, Agathe, si je me trompe, mais c'est bien ça. Donc vous voyez, on retrouve cette notion d'évaluation, de nature des travaux qui sont réalisés par les stagiaires comme élément de preuve nécessaire. L'indicateur numéro 17 du référentiel national qualité nous dit « Le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés et d'un environnement approprié. » Ah tiens, on retrouve encore des éléments de la loi, là aussi, par rapport à l'assistance technique et pédagogique. Et donc là aussi, au niveau de la qualité, nous, on a fait un choix, c'est de dire, comme vous l'a dit Frédéric tout à l'heure, on part sur 2 outils. Un outil classe virtuelle qui est vraiment conçu pour la classe virtuelle, vraiment conçu dès le départ pour la classe virtuelle. Et puis, on utilise Teams aussi comme outil de classe virtuelle parce qu'on sait
qu'on va pouvoir aller récupérer les éléments de preuve dont on a besoin au niveau connexion des participants, au niveau récupération des travaux, enfin, etc. On ne va pas se disperser dans les outils qu'on utilise pour garantir cette qualité auprès de nos stagiaires, et puis garantir aussi la formation de nos stagiaires sur l'utilisation de ces outils. Et puis, on a fait le choix pour de l'asynchrone de Moodle. Donc, on utilisera, nous, à l'IFEAP, on n'utilisera que Moodle pour la partie asynchrone. Enfin, dernier indicateur qui fait référence au sujet de ce webinaire, c'est l'indicateur numéro 30 qui dit « Le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes, bénéficiaires, financeurs, équipes pédagogiques, entreprises concernées, enfin voilà. Donc, qui dit recueille les appréciations des parties prenantes, je suppose que tout de suite, ça doit faire écho en vous avec le présentiel où à chaque fin de présentiel, on distribue aux stagiaires ce fameux bilan à chaud de la formation, où les stagiaires nous donnent leur avis sur le déroulement de la formation. Eh bien, pour la formation à distance, ça va être pareil. Il va falloir qu'on se débrouille pour récupérer les appréciations des parties prenantes. Donc, tout ça pour dire qu'on a différents éléments de preuve à récupérer et que concernant l'émargement, bien évidemment, on ne va pas à l'issue de la classe virtuelle ou à la fin du parcours pédagogique sur Moodle, on ne va pas s'amuser à envoyer une feuille d'émargement à chaque stagiaire et ils vont nous la renvoyer signée. Ça, c'est pas... Enfin, techniquement, c'est quelque chose d'aberrant et en plus, on n'a pas besoin, la loi ne nous dit pas, on veut absolument que vous ayez des signatures de stagiaires. On va aller, pour les formations à distance, aller chercher des preuves de connexion. Et ça, dans les outils qu'on utilise, que ce soit Classilio, Teams ou Moodle, on a moyen de récupérer ces preuves de connexion. Et donc, si vous êtes amené à intervenir un jour au niveau d'une classe virtuelle, soit par Classilio, soit par Teams, ou que vous êtes amené à intervenir, à accompagner des stagiaires sur Moodle, on vous accompagnera de toute façon, les pilotes des formations vous accompagneront pour vous dire de quelle manière aller récupérer ces fameuses preuves de connexion. Mais là où ce qui change dans notre façon, enfin nos habitudes, c'est que il va falloir penser, en même temps que vous faites la classe virtuelle, il va falloir penser à aller récupérer ces preuves de connexion. Une fois que les stagiaires seront partis, ça sera trop tard, on ne pourra plus récupérer, enfin, sauf pour Classilio aussi. Pour Teams, il faudra vraiment penser à récupérer ces preuves de connexion avant de fermer cette classe virtuelle. Parce qu'on pouvait, une feuille d'émargement, on peut rattraper le lendemain, par exemple, ça c'est pas un souci. Pour la formation à distance, eh bien, c'est un peu plus compliqué. Il faut bien y penser. Au niveau de la production des stagiaires, puisque la loi dit dans la formation à distance, il va falloir montrer les productions des stagiaires qui ont été utilisées. Et puis, pour le certificat de réalisation, donc il va falloir prouver les stagiaires ont produit des choses et notamment donc, prouver qu'il y a des évaluations qui ont été mises en place pour les objectifs de formation. Et ce qu'on a dit donc, notamment dans l'épisode 1 de cette série de webinaires, c'est-à-dire pour les formations courtes, on en est venu à la conclusion de dire l'évaluation des objectifs de la formation, finalement, on le fait tout au long de la formation quand on amène les stagiaires à produire des choses, surtout à faire des productions finales lors des formations courtes, ça fait office d'évaluation. Donc, il va falloir récupérer ces productions et c'est ce qui va nous permettre de prouver qu'on a bien évalué les objectifs de formation. Enfin, concernant le bilan à chaud de la formation, pareil, au même titre que l'émargement, on ne va pas envoyer des formulaires papier a posteriori
aux stagiaires, eh bien, nous avons prévu donc, à l'IFEAP donc, des formulaires numériques qui seront à renseigner en ligne. Donc, soit via Forms concernant les classes virtuelles qui vont être effectuées via Teams. Donc ça, c'est pareil, les pilotes vous informeront des procédés à mettre en place pour pouvoir mettre à disposition des stagiaires le formulaire d'évaluation à chaud dans Teams. Et on a également des formulaires dédiés numériques quand on utilise Classilio ou quand on utilisera Moodle. Donc voilà, donc c'était un peu la synthèse des évolutions finalement dans les démarches administratives que vous allez devoir faire quand vous allez mettre en place de la FOAD. Les éléments principaux auxquels il faudra être vigilant et auxquels vous allez être confronté du point de vue administratif, mais qui sont importants, vous avez vu, au regard de ce que nous dit la loi et de ce que nous dit le référentiel national qualité. Voilà, avez-vous des questions ou des réflexions? Besoin d'éclairage? Alors, on a quelqu'un qui lève la main. Et il y a... Ah, ouais, Véronique. Il y a Véronique et Régis. Véronique, on vous écoute. Non, c'était justement sur toutes ces traces et ces preuves des activités des stagiaires. Et c'est vrai que les avantages des plateformes de type LMS, comme Moodle, c'est de pouvoir avoir tous ces rapports qui peuvent permettre à la fois de garder les traces, mais aussi de relancer. C'est-à-dire Oui. de se rendre compte qu'en tant que formateur, s'il y a une personne justement qui se connecte un petit peu régulièrement par rapport aux activités qui lui sont demandées, sur les pas de temps qui sont définis, et peut-être aussi de relancer plus spécifiquement. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui sont intéressants dans les rapports qui sont intégralement automatisés et donc qui sont un réel gain de temps par rapport à d'autres choses qui devraient se faire, on va dire, manuellement. Oui, tout à fait, oui. Régis? Oui, pour ma part, c'est plus une réflexion. C'est par rapport au type de production qu'on demande aux stagiaires qui sont des productions d'observation assez personnelles, enfin jusqu'à présent. C'est des choses qu'on récupère pas du tout parce que c'est le travail personnel des stagiaires. En tout cas, ça va nous demander de réfléchir à ce qu'on leur demande de produire qui soit récupérable pour vérifier qu'ils ont atteint les objectifs de la formation. Enfin, nous, en tout cas, on aura un travail à faire là-dessus. Tout à fait. Enfin, vérifier, nous, en tant que pédagogiquement, vérifier s'ils ont atteint les objectifs de formation. Après, au niveau de la qualité, ce qui est demandé, c'est qu'on ait prévu cette évaluation. On ne demande pas à ce que tous les stagiaires aient atteint les objectifs. Il faut qu'on ait prévu des évaluations qui nous permettent de mesurer l'atteinte ou pas des objectifs. Oui. Tu comprends la subtilité? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, oui. C'est une obligation de moyens et pas de résultats. Oui, tout à fait. Après, s'il y a les résultats, c'est encore mieux. Tu me rassures, là. Sinon, il faut qu'on se pose des questions quand même. Oui. Vous pouvez enlever vos mains si vous n'avez pas d'autres questions, Véronique et voilà. Et Régis, à moins que Véronique, vous ayez encore une question ou une remarque. Ouais, la question est posée dans le chat. Ah, pardon. Non, mais je t'en prie. Mais elle peut être posée de vive voix. Oui, c'est lié justement à la loi que vous avez présentée tout à l'heure, c'est-à-dire sur cette durée de conservation de 3 ans.
Donc on est en réponse avec Régis, hein, en tout cas, je rebondissais sur ce qu'il disait, hein, sur ce qui est un petit peu de l'ordre du travail personnel, qui jusqu'à présent, effectivement, ces traces-là, ce qui était noté sur un cahier, etc., n'était pas forcément demandé. Ils pouvaient être éventuellement photographiés, mais je veux dire, on n'était pas sur cette conservation de preuves et de traces réalisées ou à titre personnel ou dans le cadre d'un travail de groupe. Mais je pense qu'une photo peut éventuellement suffire. Enfin, faut qu'on discute, mais ça se regarde en tout cas. Et puis, il faut aussi que de notre côté, on garantisse et on travaille sur le sujet la protection des données personnelles, hein, puisque c'est une conservation. Et comme vous le disiez à l'instant, et Régis aussi, c'était ce qui était aussi sous-jacent dans votre intervention, c'est que là, en l'occurrence, on était sur des éléments très personnels, enfin des données sensibles. Et donc là, nous, on a un travail qui est en cours, hein, de garantir, à travers notre archivage, et bien entendu, une totale confidentialité de ces traces. Ça va de pair. Et donc, on est bien sur cette durée de 3 ans. Oui. C'est ça, ouais. conformément à la loi. Hein. Oui. Voilà. De toute façon, c'est écrit dans le certificat de réalisation, puisqu'il y a en fait, il y a un modèle de certificat de réalisation qui a été édité par le ministère du Travail, qui stipule bien que la durée de conservation de ces preuves est de 3 ans concernant les financements OPCO, etc. Hein. Par contre, dans le paragraphe concernant cette conservation, il est bien dit que ça peut être plus élevé en fonction d'autres financeurs possibles, en fonction des exigences des autres financeurs. Donc on pourrait monter jusqu'à 5 ans. Je me demande si j'avais pas vu 6 pour des fonds européens, mais c'est peut-être une erreur. C'est 5 ou 6 pour les fonds européens, je crois. Ouais. À vérifier. Hein. Oui. Tout ce qui est fonds européens, c'est 5 ans normalement. Mais nous, on n'est pas. Enfin, à l'IFEAP, on n'a pas de formation concernée par des fonds européens. Par contre, les centres de formation continue de nos lycées peuvent être, ou les CFA peuvent être concernés par les fonds européens. Quoi. Alors, Valérie pose une question. On parle ici de formation initiale et ou continue. Alors, Valérie, on parle concernant les formations IFEAP, on parle bien que ce soit des formations effectivement qualifiantes, certifiantes, parcours long, ou les formations courtes dites qu'on appelle de perfectionnement de l'IFEA. Mais de toute façon, elles dépendent, enfin, elles sont toutes les deux des formations continues, au sens de la loi, hein, si je ne me trompe pas, Karine. Tout à fait. Donc, qu'on soit sur nos parcours de personnel de vie scolaire, chef d'établissement, enfin peu importe, ou les formations courtes, voilà, les deux, c'est de la formation continue. Et voilà. Concernant la formation initiale, là, je suis moins calé là-dessus. La formation initiale, ce sont les formations qu'il y a dans nos lycées agricoles. Ouais. C'est la formation initiale scolaire ou par apprentissage. Mais pour le coup, elles sont pas. On n'est pas sous le coup de la. Si, formation par apprentissage. Oui, d'accord. Ok. On a une autre question dans le chat. Oui, effectivement. Denis nous demande, alors peut-être vous en avez parlé au début, mais qu'est-ce qui déterminera le choix entre Teams et Classilio? Frédéric. Alors, on n'en a pas, non, on en a assez peu parlé au début, on a évoqué les deux outils. Qu'est-ce qui déterminera le choix? Aujourd'hui, Classilio, d'abord le volume, parce qu'aujourd'hui, Classilio, c'est pour 200 ou 250 € TTC, une classe de 25 places par mois. Teams, on a des licences, on peut organiser, on est 10 formateurs, on peut organiser 10 Teams en même temps, ça pose aucun problème. Donc il y a la question de volume. Ça, c'est une première chose, de volume et de coûts qui vont avec, bien entendu. C'est une première chose. La deuxième chose, Classilio aujourd'hui est plus costaud en termes de potentialité d'animation de formation.
Alors, vraiment, en interne, il intègre un tableau blanc, il intègre des ateliers, des quiz, tout est intégré dedans. Donc, c'est vraiment une solution qui a une douzaine d'années, qui est aujourd'hui reconnue sans aucun problème. Donc, on peut aller plus loin en termes d'animation et de pédagogie. Pour autant, en termes juste de connexion, c'est un petit peu plus délicat que Teams. Mais ça, ils sont en train de travailler dessus parce que voilà, le jeu de concurrence fait que Classilio est en train de travailler sur une solution beaucoup plus souple. Donc je pense que ça va arriver avant la fin de l'année forcément. Donc ça plaide à la fois en faveur de Classilio pour le potentiel pédagogique d'animation, mais ça plaide un peu moins en ce moment, peut-être que ça sera moins le cas dans quelques mois, pour l'accessibilité, on va dire, de la part pour les apprenants. Donc, ce qui veut dire, Frédéric, que si on doit choisir entre Teams et Classilio notamment, un des critères, c'est est-ce que c'est un one-shot ou pas? C'est-à-dire que Classilio, on va aussi voilà, aller préférentiellement vers Classilio si on sait que les stagiaires vont revenir plusieurs fois faire une classe virtuelle puisqu'il y a une prise en main technique un petit peu plus complexe que Teams. Et donc, on va orienter Classilio plutôt pour des formations où on va revenir plusieurs fois sur Classilio. Et puis je dirais pour compléter, si je n'ai pas besoin de faire d'atelier parce que je fais juste une classe de remédiation d'une demi-heure, trois quarts d'heure, avec juste pour faire un tour de table, répondre à quelques questions, c'est pas la peine d'aller sur Classilio, autant rester sur Teams. Teams évolue clairement depuis le printemps d'une manière fulgurante. J'attends encore quelques fulgurances, mais c'est déjà, on l'a encore constaté avec Karine aujourd'hui, là, dans nos modalités, nous, de notre côté, pour présenter le PowerPoint, il y a déjà eu une évolution entre la semaine dernière et là. Donc, il y a des choses qui arrivent. Il va y avoir des systèmes d'ateliers a priori. J'attends de voir ce que ça donne, mais si c'est vraiment en place. Donc, voilà, globalement, et surtout, clairement, Teams aujourd'hui a, on va dire, 99% de notre public qui y a accès gratuitement et qui le pratique. En particulier depuis le printemps, mais enfin notre public agri. Aujourd'hui, tous les établissements réseau CNEAP ont les licences. Tous les enseignants, personnels administratifs ont des comptes Office 365, des adresses, et donc ont accès à ces outils. Donc, c'est vrai que, alors on a surtout vu suite au confinement, quand on a commencé à reprendre, on a continué nos classes pendant le confinement et même après, où on emmenait certains groupes sur Classilio. La première réaction, c'était pourquoi on ne va pas sur Teams, ça marche très bien. Mais, attendez, on va vous montrer pourquoi on n'y va pas, parce ils comprenaient une fois dedans qu'il y avait des possibilités qui n'étaient pas existantes dans Teams, mais le premier réflexe était celui-ci, et à juste titre. C'est-à-dire, c'est très facile aujourd'hui. Il n'y a aucune installation à demander. On envoie le lien et ça va vite. Donc, il y aura des choix. J'ai envie de dire que les deux outils peuvent se retrouver à un moment donné. J'ai envie de vous dire que si à un moment donné, Teams, dans 6 mois, propose quasiment autant de potentiel que Classilio, on abandonnera Classilio. Parce que on est sur du gratuit, on peut ouvrir autant de classes qu'on veut, l'accès est facilité, tout le monde comprend l'outil, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on conserve Classilio. Voilà, et Classilio à l'inverse est en train d'essayer de rattraper son retard en termes de facilité de connexion. Donc vous voyez que ça va jouer, et peut-être qu'on conservera les deux, parce que les deux ont une utilité, mais comme tu dis Karine, c'est vrai que Classilio, on le prend surtout quand on sait qu'on va avoir 3-4 classes avec ce même groupe, parce qu'une fois qu'on a fait les réglages le premier jour, tout se passe bien après. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds sûrement un peu en partie à la question. De rien. Véronique nous met, VIA est utilisé par le MENJS en formation continue. Est-ce que vous pouvez préciser, Véronique, pour Oui, tout le monde? c'est l'éducation nationale qui utilise effectivement un VIA ma classe virtuelle, qui est donc le même dispositif pour former ses agents. Voilà, c'est vraiment un choix justement par rapport aux fonctionnalités qu'il propose. Et par rapport aux éléments, donc au niveau des formations, si certains d'entre vous ont en plus des adresses CNEAP ou Office 365, une adresse educagri.fr,
Comme l'éducation nationale met à disposition un certain nombre de ressources, il y a notamment ce que l'on appelle la bibliothèque ENI, de la maison d'édition ENI, et il propose une formation de 3 heures sur Teams, qui est accessible pour les agents qui ont cette adresse-là. Il suffit d'aller sur la partie violette de Magistère et d'utiliser le guichet EducaGris et ensuite de sélectionner la bibliothèque ENI et d'accéder à cette formation en vidéo. Et ils vont au-delà de la visio sur Teams. Ils évoquent la question des équipes, classes, etc. Ou c'est que Alors, je ne l'ai pas faite dans son intégralité pour l'instant, donc il faudra aller l'expertiser. Et puis surtout, comme on le dit là, à l'heure actuelle, il y a de telles évolutions très rapides de ce qui est proposé là actuellement par Office 365. Donc, je pense que on n'a pas toutes les dernières fonctionnalités. Moi, j'y suis allée là, récemment, mais j'ai pas revu les différences. J'ai pas fait un comparatif par rapport aux versions actuelles. D'accord. D'accord. Merci pour cette information-là. Il y a Valérie. Valérie qui s'inquiète. Vas-y Frédéric, je te laisse répondre à sa première question et après à sa deuxième. On verra si la deuxième a toujours lieu. Alors moi j'ai la première, c'est si on est appelé pour une formation, à l'un des deux, devrons-nous nous former seuls à l'outil? Ah oui, on vous laisse tomber là, vous débrouillez. Y aura-t-il une Oui, non, on essaie d'accompagner un maximum. Donc, comment on y accède à l'un des deux ou aux deux, ça, on trouve les moyens. Soit on vous crée un compte Office provisoire qui vous permet d'accéder à Teams, soit on crée les réunions Teams pour vous, mais on vous met en animateur. Donc, en fait, vous y accédez, par exemple, comme ce soir, sauf que vous êtes plus invité, vous êtes animateur, donc vous pouvez diffuser du contenu. Et pour Classilio, alors là, c'est très simple. Nous, on crée en fait les classes et puis on vous met en animateur et on vous accompagne toujours, quelles que soient les solutions proposées, voire, bien sûr, on est présent le jour J s'il y a besoin avec vous. Donc voilà, il y a du training, comme ils disent aux States. En tout cas, il y a de l'accompagnement et de la formation, tout à fait. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On vous laisse pas tomber parce qu'on n'a aucun intérêt à le faire. On a tout intérêt à vous accompagner un maximum. Et bon, jusqu'à maintenant, les expériences depuis quand même déjà 2-3 ans où des formateurs occasionnels extérieurs interviennent dans les formations, ça s'est toujours plutôt bien passé parce qu'on était là évidemment et qu'on garantissait aussi que vous soyez dans les meilleures conditions pour intervenir sans être pollué par les questions techniques qui sont, quand on les découvre en tout cas, qui peuvent être très handicapantes les premières fois. Et si on n'a pas ce type d'adresse, j'ai un peu répondu, je crois. Par rapport à Office, pour Teams, on peut créer un compte. On peut créer un compte, mais en même temps, il n'y a même pas besoin. Il suffit de télécharger l'application, comme ce soir, par exemple. Vous n'avez pas de compte. Et on peut vous mettre en animateur, vous donner les droits. Là, je pourrais immédiatement vous donner le droit pendant la classe de diffuser un document que vous auriez sur votre PC. Là, donc, on pourrait le visionner ensemble. Donc, voilà, on trouve des solutions. Ça va comme réponse, Karine? Je ne sais pas, il faut demander à Valérie si on a répondu Alors, à cette Valérie, question. est-ce que ça va? Alors Valérie, je vais mettre le son, ça va être plus simple. Oui, voilà. Oui. Bonsoir. C'était par rapport à la proposition de Véronique concernant la formation de 3 heures à partir d'une adresse interne à l'IFEAP. Voilà, c'était par rapport à ça la question. Ah oui. Non, c'est pas une adresse interne à l'IFEAP, c'est l'adresse donc de l'enseignement agricole @educagris.fr. Oui, mais qui est normalement donc il est possible, en tout cas ça a été décidé au niveau donc de la DGER, que les agents de droit public et de droit privé de l'enseignement privé agricole, donc les agents travaillant au CNEAP, puissent faire cette demande d'adresse.
hein. Mais bon, après, le problème, hein, vous le comprenez bien, c'est qu'on est sur une multiplication d'adresses. Donc, c'est parfois un petit peu difficile à gérer. Valérie, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Voilà, ok, merci. Ouais, tout à fait. Donc là, Valérie, donc ça concerne uniquement finalement les formateurs internes à l'IFEAP. Hein. Pour l'instant, on n'a pas d'adresse en educagri.fr, mais voilà. Mais Alors, il ouais, existe d'autres, il voilà, c'est existe ça. d'autres formations à Teams sur la toile. Hein, Beaucoup. Ouais. voilà, beaucoup. Donc vas-y, Frédéric, je te laisse. Oui, non, on a des ressources très variées. Enfin, vous pouvez, Valérie, aller faire déjà une petite recherche. Vous allez voir, il y a des choses très bien faites. Et si vous ne trouvez pas, vous revenez vers nous. On compile ce type d'outils. Il y a des guides avec des vidéos qui sont très bien faites sur l'utilisation soit de Teams en vidéo, comme on peut le faire ce soir. Et là-dessus. Vous allez trouver une ou deux bonnes vidéos d'un quart d'heure, 20 minutes, et vous allez assez vite comprendre comment ça marche. Puis après, il faut pratiquer. Et puis pour Teams, en général, ce qui est un peu plus complet, c'est pareil, il y a plein de guides. Donc, et cette année, il y a eu de la production. Puis des choses en plus globalement de qualité, si on fait un peu le tri. Mais s'il y a un souci, vous revenez vers nous et on vous donnera 2-3 liens web qui marchent bien. Bien. D'autres questions? OK. Moi, j'ai une question aussi. Moi, j'ai une question, mais très. Je ne sais pas si c'est en lien, mais peu importe. Parce que moi, je fais un peu de formation déjà, mais avec Zoom, donc pas du tout avec Teams. Et là, par exemple, moi, je vois personne. Et c'était un choix d'aujourd'hui de voir personne, mais sinon, est-ce que je peux vous voir, vous? C'est possible quand même avec Teams de voir Ah oui? que Ben, l'internaute. on se voit. Ouais. Normalement, vous devriez nous voir. Ben, moi, je ne vous vois pas du tout. Moi, Vous êtes sur quel moteur enfin, sur quel navigateur? Google Chrome. Oui, donc ça, c'est pas parce qu'il y a des navigateurs qui acceptent. Et je ne vous vois pas du tout. Donc, c'est vrai, je vois juste les diapos. Et donc, je trouve ça un petit peu. Alors, allez, allez tout en haut, vous avez une barre avec la petite main pour la lever, etc., la caméra, le micro. Vous avez 3 petits points à l'horizontale. Vous cliquez dessus Oui, et il doit y avoir marqué galerie. Si vous tapez là-dessus. c'est pas marqué galerie. C'est marqué juste afficher les paramètres, volet d'information, passer en mode écran, clavier, arrêter l'enregistrement, activer le mode vidéo entrant que j'ai fait. Mais voilà, et donc voilà, c'était ma question. Ça doit être une petite question de paramétrage ou de version à regarder. Vous avez téléchargé Teams? Non, je ne l'ai pas téléchargé. Vous êtes passé par l'application web? Je l'ai juste mis comme ça. Ouais. Alors, il faudra peut-être la prochaine fois télécharger l'application. Je pense qu'il y a peut-être une fonctionnalité là, mais c'est pas normal en tout cas. Donc, Bon, ben, merci. s'il y a besoin, on peut regarder ça ensemble ultérieurement. Il n'y a pas de problème. Régis non plus a été sur Edge et je pense que Edge effectivement n'est pas forcément bien repéré. Il me semblait, j'ai plus en tête, mais je crois que Safari et Edge avaient quelques soucis d'affichage dans Teams. Je crois. J'avais vu passer une liste. C'était pas très optimisé pour cela. Donc ça peut être une explication, ou alors idem, Régis, peut-être qu'il faudrait la prochaine fois, si ça n'a pas été fait, télécharger ce qu'il demande à l'arrivée. J'ai utilisé votre. Ah oui, bah donc c'est un compte. Non, mais ça c'est Véronique qui dit qu'elle Ah oui. a utilisé son compte Teams avec Donc l'application. là, il y a l'application qui est dessus, quoi. Donc quand on est invité comme ça, qu'on n'a pas de compte, généralement ils vous demandent soit de vous connecter en téléchargeant l'application, soit en passant par la version web. Et c'est possible qu'il y ait un petit écart d'affichage, d'ergonomie entre les deux. Et je pense que la version applicative, là, soit un peu moins complète. Donc à voir, à tester. Bon, si par la suite, voilà, vous êtes amené à travailler, on essaiera de corriger tout ça. Mais Edge peut être... je crois que c'était pas ce qu'il y avait de mieux.
Mais bon, ça va évoluer tout ça. Hein, faut pas. Ce qui est vrai un jour, des fois un peu moins, quelques temps plus tard. Bien. Ok. D'autres questions? Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, donc, c'est de clôturer ce webinaire. En tout cas, merci d'y avoir participé. N'hésitez pas, de toute façon, à revenir vers nous hein, si vous avez des questions, soit moi, soit Frédéric. Hein, donc, nos mails, hein, c'est prénom.nom@ifeap.cneap.fr. Prochain épisode, donc l'épisode 3, prévu donc le 27 octobre prochain, donc sera consacré au bilan à chaud de la formation. Donc on parlera un petit peu du coup beaucoup d'amélioration continue à l'IFEAP et de quelle manière on gère cette amélioration continue, notamment par rapport au bilan à chaud, mais pas que. Ça permettra aussi de vous faire découvrir notre fonctionnement à l'IFEAP autour de l'amélioration continue. Donc, 27 octobre 2020, ce webinaire sera disponible donc en replay sur YouTube également. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée et on vous dit à très bientôt en présentiel ou à distance. Ok, merci, bonsoir. Merci, à bientôt. Bonsoir Régis.